Alors, pour parler des crypto-monnaies, refuge dangereux ou bon refuge en cas de crise, je pense surtout aux petits porteurs. Dans un contexte mondial, on ne va pas se contenter de parler de la France, parler de manière générale. J'ai convié Flavio Restelli, consultant chez Blockchain Partners de KPMG, KPMG Société d'audit et de conseil. En juin, il y a une publication d'une étude dont on parlera sur la cybersécurité des blockchains et crypto. Et puis nous avons avec nous Nicolas Dufresne, économiste et directeur de l'Institut Rousseau, laboratoire d'idées de la reconstruction écologique et républicaine. Vous êtes notamment l'auteur de plusieurs tribunes et travaux assez critiques sur la question des crypto-actifs. Vous le prônez surtout un encadrement strict. L'idée d'entendre vos deux voix qu'on comprend divergentes sur certains points, c'est vraiment que vous puissiez être complémentaires et chacun apporter un point de vue qui nourrisse la réflexion. Première question pour Flavio et Nicolas d'ailleurs. Y a-t-il un intérêt déjà? Voyez-vous un intérêt à avoir recours aux crypto-monnaies dans un contexte de crise? Alors moi, je ne fais surtout pas de conseil en investissement. En revanche, je peux parler de la technologie. Il est vrai que quand on regarde la technologie, notamment de Bitcoin, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs caractéristiques qui font ressembler cet actif à l'or. Et il y en a même qui identifient dans Bitcoin l'or de l'âge numérique. Donc au même titre que l'or, effectivement, on peut utiliser Bitcoin comme valeur refuge, et notamment peut-être en période de crise, lorsque l'inflation grimpe, etc. Donc ça ne sera pas à moi de dire qui doit acheter combien de Bitcoin, mais en revanche, effectivement, les caractéristiques de Bitcoin sont intéressantes en période de crise pour diversifier son épargne, comme rempart contre l'inflation, etc. Nicolas, quel est votre regard sur ce point, sur l'aspect valeur refuge, et puis surtout sur cet investissement dans des crypto-monnaies qui sont en fait, le Bitcoin en particulier, mais pas seulement, qui s'extrait du système financier mondial? Oui, alors je me permettrai un conseil, c'est de ne surtout pas en fait investir dans le Bitcoin et dans d'autres crypto actifs en période de crise, puisqu'on voit bien qu'en fait les crypto actifs sont directement liés au cycle de la politique monétaire et au cycle des actions. Et donc on voit bien qu'en ce moment, le resserrement des politiques monétaires des banques centrales fait que l'ensemble, c'est pas le seul élément, mais c'est un élément important, fait que l'ensemble du système des cryptoactifs perd de la valeur. Je rappelle qu'on est quand même passé de 3 000 milliards de dollars de capitalisation il y a de ça 6 mois à 900 milliards aujourd'hui. Donc c'est quasiment une chute de 70% de la valeur. Et cela même... Pardon, juste pour préciser, vous parlez de la valorisation totale des crypto-monnaies. Absolument, des 20 000, même plus de 20 000 aujourd'hui crypto-actifs qui existent. Et donc on voit bien que le discours qui a été beaucoup promu par les défenseurs des crypto-actifs, disant qu'ils pouvaient constituer un refuge contre l'inflation, comme pourrait l'être l'or justement, eh bien c'est un discours qui ne tient pas véritablement l'épreuve des faits. Les crypto-actifs sont plutôt un placement spéculatif et qui se comportent comme les segments les plus risqués des valeurs technologiques, et notamment comme le Nasdaq, avec une question d'utilité qu'on peut par ailleurs questionner et sur laquelle, en effet, j'ai un regard beaucoup plus critique, puisque l'utilité des cryptoactifs aujourd'hui pose un certain nombre de questions. Attendez, on va chose par chose. Comment expliquer, Flavio, effectivement, qu'une monnaie comme le Bitcoin, qui est indépendante finalement, qui peut s'extraire totalement du système financier mondial, comment expliquer que cette monnaie chute également en ce moment? Tout d'abord, je dirais qu'il faudrait mettre les choses en perspective. En ce moment, tout baisse. Ouais. D'ailleurs, l'or a baissé également de 13% dans les 6 derniers mois. Donc, est-ce que l'or n'est pas une valeur refuge non plus? Oui. Amazon a baissé de 23%. Bon, évidemment, ce n'est pas une valeur refuge, ce n'est pas la même chose. Mais la question, surtout par rapport à l'or, se pose dans les termes de l'horizon du temps. Bitcoin, notamment, est un actif très jeune, vu encore comme risqué, objectivement encore risqué, plutôt volatile. Cependant, dans son essence, Bitcoin est forcément un rempart contre l'inflation, puisque non seulement il est rare et en quantité finie, mais il est déflationniste. C'est-à-dire que
la création monétaire décroît au fil du temps. Donc pour moi, la question n'est pas tellement de savoir quelle est la corrélation avec les marchés financiers. Évidemment que Bitcoin existe sur cette planète et par cela, il y a un certain lien que l'on peut établir entre, en général, le monde des crypto-monnaies et la tendance pour ce qui en est des marchés financiers et pas que au niveau de la macroéconomie. Ceci dit, les caractéristiques même de Bitcoin font que sur le moyen long terme, avec un horizon de temps donc un petit peu plus large, il est vu par de plus en plus de personnes, pas que de porteurs d'ailleurs, des entreprises également, comme un outil intéressant pour diversifier son épargne et se protéger de l'inflation. C'est un fait, et d'ailleurs, même si je comprends, en tout cas je respecte la position de M. Dufresne, faut être constaté qu'il y a de plus en plus de personnes et d'entreprises qui achètent du Bitcoin. Alors, et s'il y avait des indicateurs pertinents à regarder pour un investisseur en crypto-monnaie, Nicolas Dufresne, quels seraient-ils pour vous? Alors, ça, c'est une question plutôt difficile, je dois avouer. Quelle serait, on pourrait regarder en effet la performance passée, hein, comme on le fait d'ailleurs traditionnellement pour les actifs financiers, mais il ne me semble pas que ça soit le meilleur moyen d'en juger. Et finalement, je pense qu'il faut regarder, si vous voulez, l'apport à la société de ces différents cryptoactifs. Et là, je vais oser une position un peu tranchée, mais vous savez, aujourd'hui, il existe plus de 20 000 cryptoactifs. On peut considérer que au moins 90% d'entre eux n'ont qu'une vocation à devenir pérennes, en fait. C'est-à-dire, il y a déjà un certain nombre d'arnaques, de systèmes fragiles, mais en plus de ça, il y a beaucoup de crypto-actifs dont l'utilité sociale est tout simplement nulle, où on ne voit pas quelle est la valeur ajoutée, hein. On prend toujours l'exemple du Dogecoin, hein, le plus célèbre, qui a en fait été conçu à l'origine comme une blague, comme une plaisanterie, et qui aujourd'hui fait l'objet d'une capitalisation de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Bon, tout ceci n'est pas vraiment pérenne. Alors, je pense qu'il faut bien distinguer entre les projets qu'on appelle les cryptoactifs de service, les utility tokens, comme on dit parfois, qui peuvent avoir un intérêt dans, par exemple, le domaine de la finance décentralisée, dans le domaine de créer des communautés d'investissement décentralisées, dans le domaine, par exemple, de la conversion de monnaie facilitée d'un pays à l'autre. Là, il y a des projets intéressants qui ne sont d'ailleurs pas toujours les mieux financés, bien au contraire, et tout le reste de la masse des cryptoactifs qui a vocation à finalement à créer des mouvements spéculatifs à un moment donné, et qui ensuite disparaîtront aussi vite qu'ils sont venus. On a constaté ça sur beaucoup de cryptoactifs. Et il faut aussi prendre conscience d'un dernier élément qui est le contexte dans lequel s'insèrent les cryptoactifs. Et ce contexte-là fait que, par exemple, y compris le Bitcoin, me semble personnellement condamné à long terme, puisqu'il y a des problèmes de plusieurs ordres. Le premier problème est évidemment le problème écologique. On voit bien que même aujourd'hui aux États-Unis, il y a un rapport gouvernemental qui évoque l'hypothèse d'interdire le système de proof of work, de preuve de travail sur lequel repose le Bitcoin. C'est également le cas en Europe, même si on n'est pas encore allé jusqu'au bout de la logique. Donc il y a ce problème environnemental. Il y a le problème des paiements. Ce ne sont pas des systèmes qui sont capables de gérer beaucoup de paiements simultanément, contrairement aux grands systèmes de paiement. Et donc, il va falloir voir qu'à un moment, les cryptoactifs comme le Bitcoin, qui sont aujourd'hui sur le devant de la scène, ne sont pas nécessairement ceux qui auront vocation à rester dans le long terme et à fournir une plus-value pour la société. Donc, il y a la question des indicateurs qu'on peut regarder. Déjà, je voulais vous entendre là-dessus, Flavio. Et puis, sur les perspectives à long terme.
Oui. Est-ce que ces monnaies vont être amenées à disparaître du fait des problématiques qui ont été soulevées par Nicolas Dufresne? Mais déjà qu'est-ce qu'on peut regarder comme indicatif si on est un petit porteur, si on est un investisseur qui a envie de s'intéresser aux crypto-monnaies? La bonne nouvelle, Nicolas Dufresne, c'est que nous ne sommes pas du tout d'accord par rapport à la question environnementale et d'autres que vous avez évoquées. En revanche, je suis complètement d'accord sur le fait que la très grande majorité des crypto-monnaies qui existent aujourd'hui ne servent pas à grand-chose. On n'a pas un marché structuré pour l'instant. Surtout pas. Ouais. En fait, on en est au début de ce qu'on appelle l'Internet de la valeur ou Web 3, Ouais. tout comme il y a 20 ans ou un petit peu plus, on était au début du Web qu'aujourd'hui on connaît très bien. Et comme vous le savez mieux que moi, le début de cette époque a été caractérisé par la prolifération des scams, des projets foireux, des actifs qui ne servaient à rien, etc. C'est effectivement également le cas dans le Web 3 et dans le monde des crypto-monnaies. On est, disons, aujourd'hui en train de sortir d'une période de Far West. Et d'ailleurs, nous sommes les premiers Finalement, la crise là qu'on connaît va faire un peu le ménage peut-être sur ce marché. Mais très bien. Ouais. En revanche, je pense qu'il faut bien garder un cap précis en comprenant que l'écosystème se structure autour de deux piliers principaux. D'un côté, Bitcoin, qui lui a une offre de valeur, une proposition de valeur minimaliste, très simple, qui ne bouge jamais et qui vise à proposer une alternative à l'or pour l'âge numérique, et également un système de paiement alternatif qui permettent non seulement d'échanger de la valeur à l'international pratiquement gratuitement et très très rapidement, ce que les paiements internationaux traditionnels ne permettent pas du tout de faire, mais surtout Bitcoin propose une alternative aux paiements traditionnels pour ce qui en est de l'échappatoire au totalitarisme. La Human Rights Foundation l'appelle une échappatoire à la tyrannie même. Mais bon, ensuite, ça c'est Bitcoin, et Bitcoin, comme on l'a dit, est assez limité. Qui porte des valeurs idéologiques, donc en plus. Un petit peu, mais effectivement, sa proposition de valeur, elle est limitée. On ne peut pas construire d'application sur Bitcoin. Et c'est là où Ethereum rentre en jeu. Lui l'Ether n'a pas tellement vocation à devenir un système de paiement ou une réserve de valeur, en tout cas à mon sens. En revanche, la blockchain Ethereum, l'écosystème Ethereum, permet de créer un tas d'applicatifs et donc de programmes, etc., qui un petit peu s'apparentent à ce que l'on connaît aujourd'hui dans le Web 2, mais sur base d'une infrastructure décentralisée, transparente et publique. Ce sont ces deux piliers autour desquels se structure l'écosystème, et effectivement, on voit également fleurir beaucoup de projets moins intéressants. Bon, sur la question de la protection quand même des petits porteurs, parce qu'il y a des risques quand on investit, mais d'ailleurs il y a des risques quand on investit globalement, hein, pas uniquement dans des crypto-monnaies. Nicolas Dufresne, vous appelez à davantage de régulation. Quelles seraient les règles qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui, selon vous, pour davantage protéger les petits porteurs ? Oui, je vais répondre à cette question. Permettez-moi simplement de dire un mot sur le point, la réaction de mon contradicteur sur la question du système de paiement. Aujourd'hui, même dans les pays comme le Salvador qui ont voulu instaurer le Bitcoin comme moyen de paiement, eh bien la population s'y refuse, y compris pour les transferts internationaux d'argent, parce que contrairement à la légende, en fait, c'est très compliqué, ça entraîne des coûts et en fait, la population salvadorienne préfère continuer largement à utiliser le dollar, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre de commerce et d'industrie du Salvador qui dépend par ailleurs du gouvernement salvadorien. Alors, on constate, puisque vous lancez là-dessus, on constate quand même dans le classement des pays qui adoptent en premier les crypto-monnaies, c'est plutôt les pays en voie de développement. Ce n'est pas pour rien. Effectivement, parce que la valeur ajoutée de Bitcoin, au-delà de l'utilité comme or numérique, en France, elle est où? À moins qu'on ne soit un corporate, qu'on veuille envoyer 2 millions en Australie, là où du coup ça coûte littéralement, hier j'ai contrôlé, 18 centimes. Et ça prend environ 10 minutes, donc très intéressant. En réalité, on n'a pas besoin d'échappatoire à la tyrannie en France. Heureusement, en tout cas pour l'instant. Mais c'est vrai que dans pas mal de pays, cette valeur ajoutée de Bitcoin ressort comme très intéressante. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les talibans viennent d'interdire Bitcoin en Afghanistan. Monsieur Dufresne, en fait, la technologie de Bitcoin permet de créer ce qu'on appelle des couches secondaires. On ne va pas rentrer dans le technique. Mais en réalité, la scalabilité n'est surtout pas un problème. La question du Salvador, elle est propre au Salvador. Elle ne représente pas les limites techniques de l'infrastructure. Alors moi, je n'ai pas qu'on s'enferme dans des désaccords. Je voudrais qu'on avance. La question de la régulation, Nicolas Dufresne, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour mieux être protégé aujourd'hui d'un système effectivement où il y a beaucoup d'arnaques, il y a des crypto-monnaies qui vont disparaître, ça c'est évident. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui du côté du régulateur ?
Alors, ce qu'on peut faire aujourd'hui au niveau de la régulation, c'est déjà reconnaître que les cryptoactifs sont des titres financiers et donc les réguler comme tels. Ce que refuse l'écosystème des cryptoactifs, justement, puisque considérer les cryptoactifs comme des titres financiers les soumettrait à la même régulation et à la même taxation que le reste des actifs. Donc, il y a un lobby des cryptoactifs qui entretient savamment la confusion entre monnaie alternative, puisque les cryptoactifs ne sont absolument pas, et titres financiers. Donc il faut sortir de cette confusion. Il y a de plus en plus de voix qui appellent à sortir de cette confusion aux États-Unis, en Europe, dans tous les pays développés et même dans les pays en développement. Et il faut considérer que les cryptoactifs sont des titres financiers, donc les soumettre à même régulation. On évitera déjà une part, pas forcément la totalité, des manipulations de marché qui sont très courantes, que ce soit sur le marché du Bitcoin ou sur le marché des principales crypto-monnaies qui existent aujourd'hui. Il faut ensuite considérer qu'il y a des protocoles de travail des cryptoactifs, comme la preuve de travail, qui, pour des raisons écologiques et sociales, doivent être tout simplement bannis. Il faut les interdire. Et donc, c'est pour ça que le Bitcoin n'a aucun avenir, puisque aujourd'hui, c'est plus d'électricité consommée que la Belgique et la Suisse réunies. Donc, c'est dans une période de sobriété numérique, c'est tout simplement impensable, c'est pas possible. Ensuite, il faut interdire, justement, vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait considérer les cryptoactifs comme une alternative au système financier. La réalité, c'est que c'est pas du tout le cas. On voit bien que les acteurs financiers les plus spéculatifs se sont emparés des cryptoactifs à la demande même des promoteurs de ces cryptoactifs pour venir spéculer avec et trouver davantage d'argent. Donc les cryptoactifs ont été intégrés dans les marchés financiers, ils ne se sont pas bâtis contre les marchés financiers. Et ça nécessite vraiment, et là encore, c'est ce que dit la Banque des règlements internationaux, c'est ce que dit d'une certaine manière la Banque centrale européenne également, il faut faire très attention au risque de contagion de la sphère des cryptoactifs vers la sphère financière traditionnelle, parce que on sait que les crashs peuvent se propager très rapidement d'une sphère à une autre. Pour l'instant, la capitalisation sur les cryptoactifs n'est pas suffisante pour provoquer un crash mondial, mais attention à ce que les cryptoactifs ne deviennent pas une nouvelle forme de subprimes, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques communes, des actifs. Bon, j'ai un ami économiste qui avait considéré que, si vous voulez, comme les subprimes, les cryptoactifs, c'est la spéculation pour les pauvres, hein, et donc où il n'y a pas de régulation de la part des personnes qui sont souvent peu éduquées et qui investissent dans ces domaines-là en espérant faire fortune rapidement. Et donc ceci, il faut vraiment le réguler. Nous, on avait une proposition très concrète, à savoir que chaque investissement d'un acteur financier traditionnel dans le domaine des cryptoactifs soit soumis à 100% de fonds propres. C'est-à-dire que l'investissement soit totalement couvert et qu'on ne se mette pas à avoir des stratégies spéculatives sur les cryptoactifs, ce qui serait désastreux. Donc différencier crypto-monnaie, crypto-actifs, changer le modèle de validation. On a déjà Ethereum qui l'a fait, hein, oui, qui est passé à un nouveau modèle Bitcoin est censé ne pas le faire, parce que justement la proposition de valeur de Bitcoin, c'est de ne pas changer. Sinon, comment pourrait-on avoir confiance dans cette technologie comme hors numérique, si elle change de système, comme si on changeait le moteur d'un avion pendant qu'on est en train de voler. Ça, Ethereum peut se permettre de le faire parce qu'Ethereum a une proposition de valeur différente. Je pense que vous ne voulez pas que... Oui, effectivement. On ne va pas rentrer dans le débat environnemental. Parce qu'on en a des débats sur cette question-là spécifique. On fera ça une autre fois. Ouais. J'invite tout de même les personnes qui suivent la transmission à se renseigner, parce qu'aujourd'hui, il existe déjà une quantité infinie de rapports et de sources qui permettent de comprendre qu'en fait, il y a énormément d'a priori et de raccourcis par rapport aux critiques environnementales de Bitcoin. Mais pour toucher un mot de ce qu'il y en est de la réglementation, qui pour moi est un sujet intéressant, moi je suis d'accord qu'il faut de la réglementation, évidemment, mais il faut appliquer un peu le même principe que pour Internet. On ne va pas réglementer un protocole informatique, on va réglementer ce que l'on construit dessus.
Donc on va réglementer dans le monde Internet traditionnel des sites des entreprises et de la même manière, il faut le faire dans le monde crypto. D'ailleurs, on est en train de le faire. Les acteurs, les intermédiaires. Effectivement, et on est en train de le faire. La France déjà le fait depuis plusieurs années avec la loi Pacte et avec le régime de prestataires de services relatifs numériques. L'Europe est en train de le faire avec MiCA, qui est un nouveau règlement qui est en train d'être construit. Alors, tout n'est pas parfait, à mon avis, dans MiCA, mais évidemment que la direction vers laquelle il faut aller, c'est celle-là. En revanche, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre tokeniser des actifs financiers, ce qu'on peut faire sur blockchain, donc représenter sur blockchain des actifs financiers, et traiter de monnaies comme Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Là-dessus, vous vous rejoignez avec Nicolas Dufresne. D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière. On différencie. Clara Audry, vous êtes restée avec nous. Vous êtes la vice-présidente de France Digital. Est-ce que vous avez une question pour nos experts? On est à 1 minute de la fin du débat à peine. Alors peut-être par rapport à la multitude de crypto-monnaies qui existent, est-ce qu'on a une idée du volume des capitaux, de la concentration du volume des capitaux sur, par exemple, Ethereum et le Bitcoin? On a une idée des volumes échangés, on a une idée de la capitalisation boursière qui se mesure déjà à un grand milliard. Ce qui est, je pense que peut-être ce à quoi vous faites référence, c'est qu'il y a effectivement d'autres projets qui pourraient rentrer dans la catégorie que moi j'appelle des projets foireux, qui arrivent parfois également à attirer pas mal de liquidités. Et ça, c'est un souci. Je suis le premier à le dire. Et effectivement, c'est là où il faut déjà plus de connaissances de l'écosystème, d'où un travail d'acculturation et d'évangélisation que nous menons, entre autres. Parce qu'aujourd'hui, investir dans des projets que l'on comprend à moitié et encore à moitié, ça serait gentil, c'est dangereux évidemment. Et puis la réglementation, effectivement, elles ont un rôle. Merci beaucoup. Merci Nicolas Dufresne d'avoir été connecté avec nous de l'Institut Rousseau. Merci Flavio Restelli de KPMG pour vos commentaires également. Et Clara Audry de France Digital. On se retrouve juste après la pause. On va entendre l'opinion de Tariq Krim sur le cloud souverain.